Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'émission Lumière intérieure, je reçois un homme de théâtre exceptionnel. Comédien, il a endossé une quarantaine de rôles. Metteur en scène, il est à l'origine d'une centaine de pièces. Il a investi les plus grandes scènes, aussi bien en France qu'à l'étranger. Cet homme, c'est Daniel Mesguich. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Installez-vous confortablement. Je le disais, vous êtes un homme de théâtre. Après le conservatoire, vous avez fondé le théâtre du miroir. C'est intéressant comme terme, théâtre du miroir. Pourquoi ce terme, miroir de la vie, miroir de vous-même? Eh bien, vous venez de répondre, oui. De moi-même, non, mais miroir. Le théâtre comme le miroir des gens qui viennent le voir, comme si la scène était un miroir. Le miroir aussi, tout simplement, peut-être un miroir dans lequel on ne peut pas se voir directement. Le miroir des âmes, si vous voulez, pour le dire de manière un peu lourde. Mais oui, je crois que le théâtre est à la fois une chose extérieure aux gens. Je n'aime pas du tout qu'on parle de psychologie au théâtre au sens un peu banal du terme, ou au sens même du fait... Comme si on devait mimer ou singer une réalité. Je n'aime pas ce théâtre-là. Donc c'est pas un miroir au sens mécanique du terme. Mais tout théâtre qui ne montrerait pas quelque chose de crypté, de caché, d'enfoui chez chacun de nous n'a plus d'intérêt non plus. Enfin. Donc c'est quand même un miroir, voilà. Donc le théâtre du miroir vif, on pourrait dire, du miroir en direct et de la manière la plus intime. Comme s'il puisait ce qu'on n'a pas le temps de voir de nous-mêmes, en fait. Voilà. Dans le cadre de cette structure, de ce théâtre du miroir, vous avez enseigné l'art dramatique. Vous avez également enseigné l'art dramatique par la suite dans le cadre du conservatoire, puisque vous avez travaillé au conservatoire notamment en tant que directeur entre 2007 et 2013. Et puis surtout, plus récemment, il y a un an, vous avez monté votre propre cours avec votre fille, Sarah, le cours Mesguich. La pédagogie, la transmission, c'est important pour vous? Pour moi, c'est fondamental, la transmission. Le théâtre est transmission, de toute manière. Le théâtre émet quelque chose et transmet cette chose devant les gens qui viennent l'écouter et le voir. Autrement dit, il n'y a pas de différence essentielle entre l'enseignement de l'art dramatique et l'art dramatique devant les gens. Le théâtre, c'est de l'enseignement en quelque sorte, un enseignement indirect, un enseignement discret, diffus, lointain, tordu peut-être, mais un enseignement quand même. Et l'enseignement de l'art dramatique, c'est faire travailler de manière très intime, plus précise, s'adressant à chacune des personnes comme si elle était la seule, la possibilité à son tour de transmettre. Vous êtes également régulièrement invité en tant que lecteur. Parfois, c'est dans le cadre d'événements avec des personnalités du monde de la musique. Alors qu'on soit lecteur, qu'on soit comédien, est-ce que c'est pas difficile de s'approprier le texte des autres? Non, c'est plus facile. C'est plus facile que de s'approprier son propre texte. Chaque fois qu'un auteur lit devant moi son texte, en général, évidemment, il en connaît les secrets, puisqu'il est à la source. Mais en même temps, il le lit mal. Non pas parce qu'il manquerait de technique ou parce qu'il ne serait pas comédien professionnel, mais tout simplement parce qu'il est trop proche. Alors que quand il y a une distance, quand en tant que lecteur, je ne sais pas pourquoi ce mot-là plutôt que tel autre, etc. Mais quand même, je le sculpte en quelque sorte dans l'espace avec ma voix, et c'est là qu'il a toutes les chances d'irradier et de donner plus que ce que l'auteur croyait. Quand un auteur écrit, il pense à quelque chose, évidemment, et il écrit ce qu'il pense, donc il écrit cette chose-là. Mais les œuvres sont plus grandes que les auteurs. Les œuvres les débordent, les dépassent. Je ne sais pas ce que voulait dire, je ne sais pas moi, Albert Camus quand il écrit L'Étranger, mais aujourd'hui l'Étranger est plus fort que ce que voulait dire Albert Camus en écrivant L'Étranger, ça c'est sûr. De la même manière Kafka, Shakespeare et d'autres. Autrement dit, quelqu'un qui viendrait après et qui ne sait pas a plus de chances, ça ne veut pas dire qu'il réussisse, mais a plus de chances de faire entendre d'autres choses que celles que l'auteur croyait y mettre, et du coup d'enrichir le texte, un peu comme un affluent enrichit un fleuve en quelque sorte. Précisément, c'est quoi le plus plaisant dans le métier d'acteur ou de metteur en scène? C'est pas du tout les mêmes métiers. C'est pas du tout la même chose, mais je vous pose la question pour les deux métiers. Pour les deux, comme vous avez différentes casquettes, même de multiples, pas que ces deux-là, on en parlera après.
Acteur le plus présent, le plus agréable, c'est cette présence. Mon lapsus est juste. C'est le fait d'être là le plus possible. On pourrait se dire, ben non, justement, on s'abstrait, on devient un autre que soi, mais ça c'est faux. Personne ne devient un autre que soi. Ou alors par intermittence très brève, par clignement, comme on clignerait des yeux. Hein, c'est-à-dire qu'à toute vitesse comme ça, je suis Napoléon, je suis Hamlet, mais une fraction de seconde, une fraction de seconde. Mais personne au monde, quelles que soient les déclarations de tel ou tel acteur qui dira, moi, pour jouer le maigre, j'ai maigri, et j'étais tout d'un coup vraiment ce personnage, etc. J'entre dans sa peau et tout, mais quelle horreur. J'espère que personne n'entre dans la peau de personne. Ce serait barbare. Non, non. Le théâtre, pour les acteurs, ça consiste à faire quelque chose, à se programmer des choses qu'on doit faire. Et évidemment qu'il y a un œil ou une oreille vers je ne sais quelle réalité. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de la singer, il s'agit de s'en inspirer et de la déborder, de la rendre, de la dépasser, sans doute. Et donc, je crois que le plus intéressant, c'est cette présence, c'est le fait d'être là. Et d'être là, ça veut dire pas tout seul. Autrement dit, il en manque un morceau. On n'est pas là à 100%. Si on était là à 100%, on serait une espèce de tétanisé, enfin de fou. On est là avec l'autre. Et le théâtre, ça consiste à travailler avec l'autre. L'autre dans tous les sens du terme. Je ne me paye pas de grands mots en disant l'autre. Je sais que depuis la psychanalyse, maintenant, n'importe quel bobo va dire ce qui compte, c'est l'autre. Non. Oui, bien sûr, c'est l'autre. Évidemment, puisque l'autre, c'est moi. Il n'y a pas de possibilité d'être seul. Ça n'existe pas, l'absolue solitude. Mais au théâtre, c'est presque officiel. L'autre, c'est l'auteur. L'autre, c'est le partenaire. L'autre, c'est le personnage, si on y croit un peu. L'autre, c'est le spectateur. Enfin, il y a toujours un autre. On ne peut pas ne pas travailler avec l'autre. Donc le plus plaisant, c'est ça, c'est ce rapport-là. Et ça n'est pas les mêmes langues chaque fois. On ne parle pas la même langue avec les techniciens, ou avec tel technicien et avec tel autre technicien, avec tel partenaire, tel auteur, etc. C'est d'autres choses qui se passent. Et ça, ce Babel, en quelque sorte, intérieur, c'est magnifique. Ça, c'est pour l'acteur. Pour le metteur en scène, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de choses semblables sans doute, mais c'est un peu différent. Pour le metteur en scène, je crois que le plus agréable, c'est avant que ça commence, et pendant aussi, c'est la direction d'acteur bien sûr. Quant à moi, je me prends pour l'acteur momentanément, hein. Je ne prends pas sa place, rassurez-vous, mais je me prends pour l'acteur, c'est-à-dire que je le fais travailler, et je me dis, qu'est-ce que je dirais si j'étais lui et qu'on me disait ça? Et voilà. Et donc j'essaie de le faire triompher, de le rendre le plus grand possible, le plus beau possible, le plus fort possible. Et toujours de choisir des indications, même des mots, qui permettent qu'ils grandissent. Il me vient à ce propos un souvenir, par exemple, j'ai travaillé avec Génie Alpha. Génie Alpha est une actrice qui était antillaise, je dis qui était parce qu'elle est décédée maintenant, mais elle est décédée à 101 ans, hein, donc elle a vraiment vécu. Et c'était une femme sublime, exceptionnelle, enfin la bonté même, la gentillesse. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un de ma vie, et pourtant je l'ai beaucoup fréquentée. Elle était incapable de ça, elle était toujours ouverte vers quelque chose, comme ça, c'est une merveille cette femme. Et un jour, elle oubliait tout le temps. Je lui disais, là, Génie, il faut que vous ouvriez l'armoire en grand. Parce qu'on voit un petit bateau qui passe, c'est un petit trucage qu'on avait dans l'armoire. C'est la Martinique, nostalgie comme ça. Et si vous ne ouvrez pas assez, on ne verra pas le bateau. Et chaque fois, elle oubliait, elle ouvrait un peu. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais il faut l'ouvrir, comme si vous preniez à bras le corps, le monde entier, l'océan, etc. Et le fait d'avoir nourri par je ne sais quelle métaphore un peu bécasse, hein, elle n'oubliait plus jamais, elle prenait à bras le corps, le monde entier et l'océan. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours donc chercher ce qui fera que l'acteur va grandir. Ce n'est pas le tromper. C'est au contraire le faire aller vers des endroits où il n'aurait pas été tout seul. Ça, c'est le bonheur de la direction d'acteur. Mais ce qui est agréable, c'est avant aussi. C'est quand on lit le texte et qu'il ne vous dit rien. Vous l'aimez, sinon vous ne voudriez pas le monter. Mais il ne vous dit rien, vous n'avez aucune image, aucune idée, aucune envie. Voilà, juste entendre le texte parce qu'il est beau.
Et puis tout à coup, vous dites, mais ça serait formidable si, et c'est comme les enfants, hein, on dirait que tu serais la reine et que je serais le roi. C'est-à-dire que tout d'un coup, et si on faisait que, et puis et si on disait que, et si on faisait que, tout d'un coup font que tout s'ouvre, mais vraiment comme les poumons d'un nouveau-né à la naissance. Et ça devient magnifique. Et ça, ce sont de grands moments. Et si vous échafaudez quelque chose de magique, alors vous nous avez parlé des aspects les plus plaisants du métier d'acteur et de metteur en scène, hein, qui sont deux métiers que vous avez exercés, que vous continuez d'exercer magistralement. La partie peut-être un peu plus ingrate de ces métiers, s'il y en a, la partie plus ingrate. Pour moi, ça n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Pour moi, c'est la promotion, c'est le marketing, je ne sais pas comment dire, c'est la vente. C'est un exercice dans lequel vous ne vous sentez pas confortable de promouvoir. Je ne sais pas le faire, surtout. Je ne sais pas le faire, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai un cours, par exemple, je pense que c'est un cours très exigeant. Exigeant, ça ne veut pas dire difficile, mais ça veut dire que on ne laisse pas un détail de côté. On travaille jusqu'au bout des choses le plus possible dans la bienveillance, dans le désir, dans l'envie, dans le respect, dans l'admiration peut-être, mais on travaille quand même loin, le plus loin qu'on peut. Et je crois que c'est le seul moyen de faire, comme on dit, des progrès. Ça ne veut un peu rien dire de dire des progrès, mais enfin, voilà, d'annexer des territoires qui n'étaient pas forcément les nôtres au départ. Mais je pense qu'il existe dans Paris, ce cours est dans Paris, et même dans toute la France, pour ceux qui voudraient venir à Paris, je pense qu'il existe une population telle que je pourrais avoir 25 classes. Et je n'en ai qu'une, pour l'instant, parce que je ne sais pas comment joindre les autres, voyez. Et ça, c'est l'horreur. Et chaque fois que je rencontre des gens plus ou moins spécialistes, ils m'expliquent qu'il faut cibler telle chose, qu'il faut... Alors voilà, et puis après, ils m'expliquent comment ça marche avec Instagram, Twitter et autres, Facebook. Enfin voilà, alors il faut aller voir des influenceurs pour que les suiveurs... Je ne comprends rien. Et ça ne m'intéresse pas. C'est intéressant, Daniel Mesguich, parce que vous disiez à l'instant que vous n'aimez pas spécialement faire la promotion, en tout cas que c'est pas, à défaut d'aimer, que c'est un exercice qui n'est pas très confortable pour vous. Il y a de nombreuses actrices, de nombreux acteurs pour lesquels c'est pas très confortable non plus. Comment vous l'expliquez? C'est une question d'image. Pourquoi c'est parfois un peu inconfortable, voire même un peu douloureux? Mais parce que j'ai l'impression que, d'abord que c'est pas tout à fait le même métier, enfin, si vous voulez, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, et puis quelqu'un qui, après, veut que ce quelque chose plaise à d'autres et le donne. Alors, tant qu'il s'agit de l'offrir à la cantonade, si j'ose dire, comme ça, très bien. Moi, je viens d'un moment de l'histoire où il suffisait de faire une affiche, à la rigueur, d'avoir quelques tracts, quand c'était dans un festival ou je ne sais quoi, et ça y est, les gens savaient qu'on faisait ça, et ils venaient ou pas. Et j'ai même envie de dire que la démarche des gens eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de venir, d'aller jusqu'au théâtre et tout, fait partie du théâtre en quelque sorte. C'est déjà leur action. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est davantage d'aller vers eux et de les forcer en quelque sorte, enfin, de les toucher et de les attraper, et de les ramener, enfin, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu moins intéressant. C'est même un peu à côté de la plaque, peut-être même pas contraire, mais presque contraire. C'est pas en accord en tout cas avec le reste, avec tout le reste. Et je vois des acteurs, par exemple, pardonnez-moi, je vois des acteurs, par exemple, qui passent un temps fou à soigner leur image. Ça veut rien dire pour moi, ça. Enfin, qui êtes-vous? Que faites-vous? Voilà, ça c'est important. Déjà, je lisais hier un texte comme ça par hasard, je feuilletais, de Roland Barthes. On lui posait la question de la littérature engagée. Alors c'était dans les années 50 que cette interview avait lieu. Et il disait, ça a vraiment changé. Parce que auparavant, c'était l'œuvre qui était engagée ou pas. Par exemple, Michelet était un libéral, il est presque à droite, mais l'œuvre entière de Michelet, qui défend le peuple de France, comme ça, ce grand historien, eh bien, est de gauche, est engagé à gauche. Aujourd'hui, on peut faire n'importe quelle œuvre, ça n'a aucune importance. À la limite même, on peut ne pas la lire. Ce qui compte, c'est la personne de l'écrivain. Il est engagé ou pas, il soutient telle cause ou pas, etc. Autrement dit, c'est l'image, et non pas la vraie chose. Eh bien, il me semble que la promotion fait partie de cette vague qui est installée, cette vague, où ce qui compte, c'est la personne. Ce qui compte, c'est l'image de cette personne-là. Si je faisais des choses extérieures au théâtre, mais qui défraient la chronique, les gens viendraient voir mon spectacle beaucoup plus facilement. Et qu'il soit bon ou mauvais. Si au contraire je fais un spectacle excellent, admettons, eh bien, mais que je n'ai pas d'image spéciale, eh bien les gens ne viendront pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est terrible et même assez douloureux.
Vous semblez dire que l'image est pas si importante, néanmoins, est-ce que ça veut dire que vous ne vous souciez pas de l'image que les gens ont de vous? Oh, si je disais ça, je serais au bord du mensonge, parce que tout le monde fait attention à ce qu'il fait. Et au contraire, j'essaie même d'avoir une image noble, entre guillemets, en tout cas élégante. Enfin, j'essaie de ne pas... Surtout comme professeur, je dois donner l'exemple, en quelque sorte. Hein. Je crois qu'un professeur n'enseigne pas vraiment la matière qu'il enseigne. Il enseigne davantage son comportement, sa façon de faire, la manière dont il réagira devant tel ou tel problème, etc. Et le véritable, profond enseignement, c'est cet enseignement presque inconscient. C'est ce geste qu'il aura fait en parlant, c'est le regard qu'il aura eu quand il aura réfléchi à telle chose. C'est ça qui va être son enseignement, peut-être plus que la matière, littéralement, qu'il enseigne. Là encore, une question d'image. Donc oui, un peu d'image. Mais là, nous parlons d'une image plus commerciale. Enfin, c'est celle-là que je n'aime pas. Vous avez interprété, continué d'interpréter des rôles, mis en scène et continué de mettre en scène de nombreuses pièces. Est-ce qu'il y a un rôle qui a particulièrement compté pour vous? Je rappelle que vous avez joué avec les plus grands, avec Romy Schneider, par exemple, dans La Banquière, mais bien d'autres aussi. Est-ce qu'il y a un, deux, trois rôles qui ont particulièrement compté pour vous? Alors ça dépend ce qu'on appelle compter. Si compter, c'est ceux qui ont été des tournants dans ma vie, oui, il y a eu quelques tournants. La Banquière en est un. Napoléon, à la télévision, en était un à l'époque. Voilà. Mais si on... Vous savez, moi je m'intéresse moins au rôle lui-même qu'aux personnes avec qui le projet, comme on dit maintenant, se fait. Par exemple, il y a des acteurs qui refuseront de jouer un rôle antipathique ou un petit rôle. Moi, je vais bien jouer un petit rôle ou un rôle antipathique si l'équipe qui fait tout ce projet est sympathique et est grande, en quelque sorte. Alors, je posais la question autrement. Est-ce qu'il y a des équipes, pour reprendre votre terme, que vous avez trouvées particulièrement sympathiques, ou en tout cas qui vous ont aidé à vous construire, à grandir, avec lesquelles vous avez eu un plaisir particulier à travailler? Ah, mais presque tous. Presque tous, dans ce agacé, cas-là. C'est très rare que je me sois mal entendu ou que j'ai pas aimé fréquenter tel ou tel. Il y en a eu quelques-uns, hein, même pas si... Il n'y a pas si longtemps que ça encore, mais je ne dirais pas qui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je me suis bien entendu avec tout le monde. Et non seulement bien entendu, mais même j'ai appris, et j'ai donné aussi à mon tour, j'imagine. Il y a eu commerce, il y a eu travail, quoi. Il y a eu échange et don. Et... Non, je crois que j'ai eu de bons autres. Vous êtes gâté, comme je le disais. Alors, vous êtes également l'auteur, en parallèle de cette activité multiple déjà de comédien, de metteur en scène et comment on peut dire, d'enseignant, de prof de théâtre. En tout cas, donc, je rappelle que vous avez fondé cette école avec votre fille, cette école de théâtre. Vous avez par ailleurs écrit de très nombreux articles théoriques sur le théâtre, mais aussi 2 essais, L'éternel éphémère, plus récemment Estuaire, un que sais-je sur le théâtre, 3 livres d'entretien, une pièce de théâtre, un roman, des traductions, un livret d'opéra. Vous êtes un auteur prolifique, finalement. Oui, je ne me prends pas pour un écrivain. Je fréquente trop les grands écrivains, les vrais grands écrivains. Shakespeare, Racine, Cyrano de Bergerac, le vrai. Pas le personnage, bien sûr, mais le vrai Cyrano, celui qui vivait au XVIIe siècle. Je fréquente trop les grands écrivains, et puis je lis beaucoup les grands écrivains. Enfin, je lis Borges, je lis Kafka, je lis Cixous. Je fréquente trop les écrivains pour me prendre moi-même pour l'un d'entre eux. J'ai toujours même tendance à me faire... violence en quelque sorte quand j'écris, parce que je les imagine tous derrière mon épaule en train de me dire: tu es sûr, Daniel, de ta phrase là, tu es sûr de ce que je viens d'écrire? Et ça ça m'inhibe un peu, relativement, mais c'est une question de pudeur en quelque sorte, de la même manière que je ne parlerai pas de manière extrêmement sûr de moi avec un astrophysicien. Si on parle d'astrophysique, je le laisserai parler. Enfin, de la même manière, en écriture, je me sens très modeste. Mais ça n'empêche pas que j'ai écrit. Oui, j'ai écrit parce que je pense que c'est une autre façon de dire, en quelque sorte. Je parle beaucoup. J'enseigne la voix, la diction, le phrasé, la personne qui fait les gestes qu'il fait pendant que je parle, etc. Tout ça compte énormément. Je suis un homme oral, la tradition orale du théâtre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas écrire. Parce qu'il faut qu'elles restent, qu'elles fassent aussi autorité. Le fait qu'elles soient dans un livre ou dans une revue imprimée, comme ça compte. Il y a une économie aussi, il y a une compression. Je suis de ce point de vue-là assez classique, c'est-à-dire que j'aime qu'il y ait une économie de mots pour dire le maximum de choses.
Et ça, à l'oral, c'est moins facile. Au contraire, l'oral, c'est fait pour être dispendieux, pour être presque en hémorragie de signification. Donc j'ai besoin d'écrire aussi. Mais c'est toujours un peu difficile, non pas douloureux, mais difficile pour moi. Je mets beaucoup de temps à écrire. Alors il m'arrive d'écrire à toute vitesse, mais après je me relis 500 fois, je corrige 500 fois, enfin, et finalement, ça n'est pas si rapide que ça. Alors, vous parlez douloureux, on va passer à la deuxième séquence de cette émission qui va être, je l'espère, pas trop douloureuse, puisque je vais vous laisser seul, Daniel Zilmazgi, je vais disparaître, mais je vais quand même rester avec vous, puisque vous allez m'entendre, et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Tout va bien, Daniel? Vous êtes bien installé? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Alors, on va essayer que ça dure et que ce ne soit pas juste pour l'instant. Dans cette séquence un peu atypique, je vous le disais, je vais vous proposer toute une série de mots-clés. Et à l'issue de ces mots-clés, je vais vous inviter à me dire ce qu'ils évoquent pour vous, en laissant complètement libre cours à votre imagination, sans vous brider. Et le premier mot de cette série, c'est le mot confiance. C'est une des plus belles choses qui soit, la confiance. Pour moi, en tout cas. Je n'ai pas confiance en tout le monde, parce que sans doute j'ai rencontré dans ma vie des trahisons, mais je suis en général le bon sujet pour les traîtres, c'est-à-dire que je ne vois jamais venir les mauvais coups. A priori, je fais plutôt confiance, voilà. D'une manière générale et dès le départ. Il m'arrive par exemple d'avoir rencontré des gens qui avaient dit beaucoup de mal de moi, et j'avais oublié. Et à peine je les revoyais, je leur souriais, et je leur disais bonjour, ça va, enfin, ce que j'avais oublié. Voilà, donc j'ai a priori confiance. Quand on me dit mais tu sais bien que c'est celui qui... Ah bon, alors il ne faut pas avoir confiance. Mais au départ, en tout cas, je fais confiance. Et puis, la confiance, je crois que c'est indissociable de la façon dont on tient quelqu'un en soi. C'est-à-dire que, par exemple, je suis très amoureux de ma femme, et j'ai confiance. Cette confiance-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je le sais, m'aiderait dans n'importe quel cas. Je l'aiderai, elle peut avoir confiance en moi, je l'aiderai dans n'importe quel cas. La confiance, ce serait ça aussi. C'est que, quand je dis n'importe quel cas, c'est vraiment n'importe quel cas. Je n'en dirai pas plus, mais je suis un peu comme certains qui prendraient la défense des gens qu'ils aiment envers et contre tout. Même si les gens qu'ils aiment avaient commis un crime horrible, eh bien je serai le complice de ce crime, mais je serai avec ces personnes-là. Ils peuvent avoir confiance en moi, je peux avoir confiance en eux. Quand on parle de confiance pour un comédien, une comédienne, on entend souvent aussi l'idée d'avoir confiance en soi. Un comédien, une comédienne, c'est nécessairement quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui? Oui. Oui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, je crois que je peux dire ça comme ça, c'est un peu bizarre et un peu flou sans doute, mais j'ai confiance en moi. Par exemple, il m'arrive de faire, je ne devrais pas le dire de manière publique, il m'arrive de faire des lectures à haute voix devant des gens, alors que je n'ai même pas lu le livre. Et je me dis, je sais lire le français. Donc j'ouvre le livre, ils sont là, 300, 400, peut-être parfois, peut-être plus, et je commence à lire parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je ne me tromperai pas, je sais que je ne bafouillerai pas, je sais que je peux compter sur moi, en quelque sorte. Mais si on n'a pas confiance un peu en soi, parce que si on n'a que confiance en soi, ou totalement confiance en soi, c'est fermé. Ça ne s'ouvre plus sur rien, et on tourne à vide. On tourne en rond, enfin, on est autiste. Donc je n'ai pas que confiance. Il y a une petite part de faille. Mais par exemple, je n'ai jamais le trac. J'ai honte de le dire parce que il y a une phrase très célèbre qui dit « Tu verras, mon petit, ça vient avec le talent ». On prête cette phrase à Sarah Bernard, parfois à Jouvet. Alors, dans ce cas-là, je n'aurai pas de talent parce que je n'ai pas le trac, je n'ai jamais le trac, je ne sais pas ce qu'est le trac. C'est sans doute une preuve de confiance. Ou alors une preuve de trac supérieur qui fait que le surmoi est tellement fort qu'il ne montre rien. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, oui, je crois que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut plus rien faire d'artistique. Il faut à un moment avoir le culot de dire je vais faire quelque chose et je vous convie tous à venir le voir ou l'entendre. C'est qu'on a confiance en soi, si on dit ça, non?
Un acteur, une actrice ne sont pas des gens qui sont en CDI, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle et puis après on ne sait pas très bien ce qui va se passer, et puis il y en a un deuxième ou pas. En ce qui vous concerne, la vie vous a gâté, vous avez eu de nombreux rôles, c'est aussi bien évidemment lié à votre talent. Vous avez également confiance en la vie? En mon talent, avec des guillemets gigantesques, oui, j'ai confiance. J'ai confiance, c'est-à-dire que je ne suis pas en CDI. Je n'ai jamais été évidemment en CDI. Mais c'est en France que c'est comme ça. Hein. Dans d'autres pays, on est en CDI, si j'ose dire, quand on est acteur. Mais je n'ai jamais eu peur de manquer de rôle, donc, ou de rôle ou de travail. Et quand je n'étais pas engagé par d'autres, parce que c'est arrivé très souvent dans ma vie, peut-être suis-je même devenu metteur en scène à cause de ça, eh bien qu'à cela ne tienne, je créais moi-même mon propre projet. Alors, de ce point de vue-là, oui, j'ai été gâté. Maintenant, sur la vie en général, je ne peux pas dire ça. La vie est pleine de choses trappes, et il peut arriver qu'il y ait des coups durs. La mort des gens qu'on aime, par exemple. Oui, non, je peux pas dire ça de la vie, mais je peux dire ça de mon métier, en tout cas. Vous venez de parler de mort, c'est très précisément, et ça offre une transition parfaite, très précisément le second terme sur lequel je voulais vous inviter à réfléchir. Le terme mort, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Oh mon Dieu, il inspire des centaines de choses chez moi. Là, il faudrait une émission de 7-8 heures. Ça vous va? On essaie de tenir 7-8 heures? On va le programmer. Je trouve que... Alors, pour moi, la mort est la mort. Hein. Je suis désolé de le dire, une télévision comme la vôtre, mais pour moi, la mort est la mort. Je meurs vraiment. Voilà, il n'y a plus rien. Et je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux, surtout quand on vit, quand on continue à vivre la mort de quelqu'un. La mort de ma maman, par exemple, a été pour moi une blessure dont je ne suis toujours pas remis, d'ailleurs. Je trouve ridicule cette expression « faire son deuil ». Je sais bien qu'elle a ses lettres de noblesse dans la psychanalyse, et je peux comprendre que faire son deuil, ça veut dire ne pas pleurer comme une madeleine 20 heures sur 24, parce que quelqu'un qu'on aime vient de mourir. Au bout d'un moment, ça se tarit, sans doute. Mais je ne fais pas mon deuil de la mort de ma mère, comme j'imagine que telle ou telle personne ne fera jamais son deuil de la mort d'un proche qu'elle aimait, etc., etc. Jamais totalement. Alors donc la mort, pour moi, c'est une chose abominable, horrible, qui fait très très mal. Bien sûr, on ne meurt pas tout à fait vraiment. Je ne parle pas de paradis, d'enfer ou autre au-delà. Mais on ne meurt pas tout à fait vraiment parce qu'on reste dans la mémoire des gens, parce que pendant un temps en tout cas. Mais ce temps est très très court, il est ridicule même par rapport au cosmos, il est grotesque, c'est quelques fractions de secondes. C'est-à-dire que la mémoire, c'est pas vrai. Ce qu'on appelle la mémoire, c'est faux, ça dure un peu, et puis ça se perd. Et même quand on connaît quelqu'un par son nom, il y a des gens qui sont pas tout à fait morts. Napoléon, il est pas mort. Je ne sais pas, moi. Shakespeare, il est pas mort. Puisqu'on parle de Shakespeare, on parle de Napoléon. Mais personne au monde, maintenant, ne sait comment était vraiment, profondément, Napoléon. Personne au monde ne sait vraiment comment était Shakespeare. Personne au monde ne sait vraiment comment était Mozart, etc. Je veux dire, le caractère, le regard, la malice, on peut toujours décrire, on peut toujours avoir quelques témoignages, mais c'est fini. Cette personne n'est plus là. Et plus personne n'est là pour s'en souvenir. Et c'est une horreur. Et la chose qui me fait le plus de mal, alors vous allez dire, c'est un peu contradictoire, et tant pis, c'est que je sais que la Terre, à un moment où le Soleil sera devenu je ne sais quelle naine blanche, aura disparu depuis longtemps, ou aura brûlé, ou aura explosé, enfin... en tout cas, l'espèce humaine, et l'espèce vivante d'ailleurs, elle aura disparu depuis encore bien plus proche encore, dans un temps plus proche encore, etc. Et je me dis, et donc il n'y aura eu personne pour s'en souvenir que ça aura eu lieu. Autrement dit, au futur antérieur, c'est une horreur. Ça veut dire, ça n'aura donc pas eu lieu, puisque personne ne pourra dire, j'en ai été témoin, ça a eu lieu. Et ça, c'est une douleur permanente de ma vie. Vraiment, et je ne dis pas ça par snobisme ou par coquetterie. Réellement,
chaque fois que je repense à ce genre de choses, je me dis c'est une horreur. L'entropie est une horreur. Rien ne reste, moi-même, ni ce fauteuil sur lequel je suis, ni ces caméras, tout ça. À un moment ou l'autre, si c'est pas demain, c'est dans un an. Si c'est pas dans un an, c'est dans 20 ans. Si c'est pas dans 20 ans, c'est dans 200 ans. Mais de toute manière, il y aura plus ce fauteuil dans 200 ans, il y aura plus cette caméra, il y aura plus moi, bien sûr, il y aura plus vous, etc. Et tout ça est insupportable. Alors, vous décrivez la mort comme quelque chose, évidemment, de douloureux, d'insupportable, d'épouvantable. Et vous avez quand même joué très souvent des choses sombres et violentes, encore au Festival d'Avignon l'été dernier. Voilà, vous pouvez parler de la mort d'Agrippine, hein, qui est la seule tragédie de Cyrano de Bergerac, qui est d'ailleurs une pièce que vous allez jouer. On va peut-être, vous qui n'avez pas la promo, faire quand même un petit instant promo, puisque elle était jouée à Avignon, mais vous allez de nouveau la mettre en scène, et elle aura lieu au Théâtre de Jazet à Paris. Donc, il vous arrive quand même de jouer des choses sombres, douloureuses, difficiles, violentes? Ah, mais je ne joue que ça. Il m'arrive de jouer de temps à autre des choses drôles, mais dans l'ensemble, je ne joue que des choses douloureuses, sombres et violentes, avec beaucoup d'humour, d'autre part. Moi, je pense que si on n'a pas d'humour, ça marche plus, la vie. Hein. Donc, pour moi, l'humour est fondamental. Fondamental. Et je hurle de rire sans arrêt. Et plus je monte des tragédies, plus aux répétitions, je rigole avec les comédiens. Donc, non, bien sûr que la vie est pleine d'humour, mais les œuvres que je présente souvent sont tragiques. Elles ont de l'humour aussi. Vous savez, les grandes tragédies ont de l'humour. Moi, j'ai traduit, par exemple, Euripide. J'ai traduit Médée d'Euripide. J'ai eu la chance de faire un peu de grec au lycée, donc je me suis autorisé à traduire Médée. Et j'ai été très étonné, parce que Euripide, qui est un des 3 grands tragiques grecs, hein, avec Sophocle et Échille, eh bien, Euripide, c'est rigolo. Il y a plein de moments très très drôles dans cette tragédie horrible qui est Médée. Kafka, on le sait, est à la fois rigolo et tragique. Shakespeare est à la fois rigolo et tragique. Mais même les choses les plus tragiques, Racine est drôle. Dans Racine, par exemple, selon l'angle qu'on prend, bien sûr, mais chez Racine, par exemple, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, un personnage comme Antiochus dans Bérénice qui n'arrête pas de dire « je m'en vais » puisque c'est comme ça, et puis je m'en vais, et puis je m'en vais, et il est toujours là, c'est Charlie Chaplin, enfin, il n'arrête pas de dire « je pars » et puis il revient. Et c'est drôle, en quelque sorte. C'est-à-dire que le versant le plus tragique a toujours son autre versant drôle. Alors, l'humour sans arrêt, mais la tragédie sans arrêt aussi. Je ne montre que des tragédies, oui, bien sûr. Je vais vous inviter à présent à réfléchir à un autre thème. Ce thème, c'est le mot Bible. Alors, Bible, pour moi, ça veut tout de suite dire livre, à cause de l'étymologie, évidemment, mais la Bible elle-même, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que pour moi, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est la réunion de 2 livres qui me paraissent pas les mêmes, vraiment pas les mêmes. À l'intérieur de chacun des livres, c'est déjà pas le même, comme chacun sait, hein. C'est très hétérogène, surtout l'Ancien Testament, mais le Nouveau aussi. Mais déjà, les 2 ensemble, c'est bizarre. Ce que m'évoque le mot Bible, c'est aussi la relativité, c'est-à-dire que c'est un nom commun, hein, c'est devenu une Bible pour quelqu'un que, etc., etc. C'est sa Bible, dit-on, quand telle personne aime beaucoup telle chose ou se réfère sans cesse à telle chose, même tout à fait profane. Eh bien, pour moi, Bible, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est le livre sacré d'ici, de l'Occident. Mais en Chine, c'est d'autres livres qui sont la Bible. Je sais pas quoi. En Israël, c'est d'autres livres qui sont la Bible. Et même si c'est une partie est la même ou à peu près la même, en Afrique, c'est d'autres livres, etc., etc. Et donc je ne sais pas trop. Bible, oui, c'est plus le nom commun que ce nom-là, celui auquel vous faites, je pense, allusion, c'est-à-dire vraiment les grands prophètes, les grands hommes de l'Ancien Testament, et puis évidemment Jésus et les apôtres. Je pense que la Bible, c'est un gros beau livre local. Vos enfants ont tous des prénoms bibliques, ou presque tous, hein, Sarah, Ézéchiel, Jessica, Rebecca. Jessica, pas vraiment. Jessica, non, pardon, mais effectivement, pour les autres, oui, Jessica, c'est pas le cas. C'est pas un hasard, j'imagine. Non, ce n'est pas un hasard. Je trouve que ces prénoms sont plus beaux, esthétiquement, hein, tout simplement, plus beaux que bien d'autres.
parce qu'ils ont leur lettre de noblesse, parce qu'ils sont loin, loin, loin dans le temps. Et même s'ils ont été transformés, parce qu'ils ont été arrangés, évidemment, ils ne se prononçaient pas comme ça au temps où les gens célèbres, les premiers qui les ont portés, se nommaient ainsi. Mais je pense qu'ils ont une ancienneté, donc une beauté. C'est un peu comme quand on va chez un antiquaire. Hein, voilà, on voit des choses qui datent du XVIIIe siècle ou du XVIIe. On dit, ah ben oui, c'est très intéressant, la marqueterie est comme ça, et puis c'est fait comme ça, etc. Donc pour moi, ce sont de très beaux prénoms, de très beaux signifiants, comme on dit. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible que vous aimez particulièrement, et peut-être même un passage que vous auriez volontiers mis en scène? Job, parce qu'il engueule Dieu. Et je trouve ça rigolo. Rigolo, courageux? Courageux peut-être, oui, sans doute. Ah oui, il faut sans doute une certaine dose de courage pour engueuler Dieu. Mais je trouve ça assez drôle que tout d'un coup, ils disent, bon, maintenant ça suffit, tu fais n'importe quoi. Enfin, voilà. Pour terminer cette séquence de mots-clés, je vais vous proposer de me dire ce que vous inspire le terme solitude. J'aime beaucoup ce mot. D'abord avec Ude à la fin, j'aime beaucoup. Et puis, le fait d'être seul, que ce soit parce qu'on l'a voulu ou parce que c'est comme ça, a quelque chose de fort. Alors évidemment, on pourrait se dire, ça vient des ermites. Ça vient de ceux qui, les premiers, sont partis seuls dans le désert pour méditer. Oui, sans doute. Il n'est pas loin du mot désolation aussi. Hein. Mais la solitude, par exemple, au conservatoire, j'avais inventé des cours qui s'appelaient les cours de solitude, où on était seul en scène, non pas pour ressembler aux amuseurs de télé, mais pour se dire, voilà, et s'il n'y avait pas le partenaire, et s'il n'y avait pas un texte, qu'est-ce qu'on fait? Tout seul, comme ça, on est sur scène, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vous regarde, et vous êtes seul. Voilà. Et la solitude, donc, pour moi, est fondamentale parce que, bien que le théâtre soit un art collectif, je l'ai dit tout à l'heure, bien que les autres soient toujours présents, les véritables avancées profondes, de soi à soi, en quelque sorte, se font dans la solitude. La collectivité est fondamentale, elle est le but, mais chaque fois qu'un acteur est un grand acteur, qu'un metteur en scène est un grand metteur en scène, qu'un écrivain est a fortiori, parce que lui, on sait qu'il travaille à peu près seul, même s'il a ses éditeurs, même s'il a ses correcteurs ou ses amis, mais il est seul. Mais un acteur ou un metteur en scène, pour rester dans le domaine du théâtre, même s'il est le plus ouvert à l'autre du monde, et on sait très bien que le théâtre se fait avec tout le monde, on ne peut pas faire tout seul du théâtre, même les one-man shows se font avec d'autres gens en coulisses, etc. Eh bien, malgré tout, ce qui fait avancer les choses, c'est ce qu'on se sera dit tout seul dans son bain, tout seul en marchant dans la rue d'un air triste un dimanche, tout seul en lisant un livre et en levant le nez et en rêvassant. C'est cette solitude-là qui est le ferment, qui est le territoire, la terre sur laquelle poussent toutes les choses qui vont se faire avec les autres. C'est la source. On comprend bien quand on vous écoute que beaucoup de choses peuvent émerger de la solitude. En même temps, que ce soit un comédien, un metteur en scène, on est tout le temps avec les autres étant le metteur en scène quand on est comédien, le comédien quand on est metteur en scène, les autres étant les autres comédiens, les autres étant le public, parce qu'il y a quand même cette addiction au public, on joue avant tout pour les autres. Comment est-ce que ça se passe quand on rentre chez soi et qu'on se retrouve seul avec soi-même ? Oui, c'est moins cette solitude-là qui m'intéresse, elle existe aussi peut-être, et encore, hein, parce que je suis pas sûr. On est encore plein des images de tout ce qui s'est passé. Non, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire de manière un peu romantique. Enfin, on est là, adulé par la foule, il se passe plein de choses, et puis tout d'un coup, on est tout seul, et on rentre chez soi, on se fait une omelette, dans le meilleur des cas, et on va se coucher. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas... Ça peut être ça aussi, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette solitude, même au milieu des autres. Ce que j'appelle solitude, c'est une solitude qui est une solitude source. Alors, elle n'est pas pure, elle aussi. Rien n'est pur. Elle n'est pas pure, elle aussi. Elle vient des autres. C'est les autres qui font la solitude, évidemment. Hein. C'est pas une solitude innée, en soi, absolue. C'est une solitude relative aux autres. Alors moi, je me sens un petit peu seule dans ma cabine, et donc je vais venir vous rejoindre, en fait, puisqu'on parle de ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu pour cette séquence, et à tout de suite.
Merci beaucoup, Daniel Mesguich, d'avoir joué le jeu. Comment ça s'est passé pour vous de vous retrouver, puisqu'on parlait de solitude à l'instant, de vous retrouver seul sur ce plateau? Écoutez, très bien, vous me manquiez un peu, mais très bien. Mais très bien, je regardais l'écran avec les mots et le mot me continuait à m'inspirer. Tout était très intéressant et j'ai notamment aimé quand vous avez parlé de l'humour pour justement contraster avec des sujets très sombres, et on comprend bien à quel point l'humour permet de manière générale de dédramatiser l'existence, mais aussi pour un comédien ou un metteur en scène qui est confronté à des sujets très lourds, permet voilà, encore une fois, de tenir à distance des sujets qui sont compliqués, qui sont douloureux. On en vient à la dernière partie de cette émission, troisième et dernière partie de cette émission, et je vais vous proposer de répondre à des questions qui sont un peu adaptées du questionnaire de Proust. En tout cas, c'est exactement le même principe. Et la première question que je vais vous poser, c'est la suivante. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain ? Un temps immense, à la télé, ça marche pas. Hein. Parce que j'aurais envie de prendre le plus grand temps du monde. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Au contraire, on est dans une émission où on a le temps. Au contraire. Ben, je redirais alors ce mot, l'humour. L'humour de la personne, mais à condition que ce soit un humour noble, un humour élevé, un humour peut-être métaphysique, enfin ce qu'on appelle métaphysique, de manière sans doute un peu trop rapide. Pas les humours méchants que je vois à la télévision, des choses comme ça. Sans doute cet humour-là, oui, c'est la chose qui me plaît le plus, parce que je me sens en confiance et j'ai envie moi aussi de commercer avec cette personne. Mais je pourrais répondre aussi tout simplement la beauté, non pas la beauté plastique, physique, extérieure, encore qu'elle compte aussi, hein, il ne faut pas la mettre de côté, mais une certaine beauté intérieure, oui, oui. Votre plus grande qualité à vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une certaine ténacité. Je m'accroche aux choses. Pas toujours. Il y a des moments aussi où je loge complètement, où je m'en fous. Mais la plupart du temps, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais au bout de cette chose. Voilà. Je suis capable de faire des lumières quand elles ne sont pas finies pour le théâtre, par exemple, pendant 6 nuits de suite. Je vois les gens tomber autour de moi, les comédiens, les techniciens. Mais moi, je continue parce que je veux terminer ça. Enfin, voilà. Je pense que c'est donc la ténacité, l'assistance. La persévérance. La persévérance, oui, voilà, une chose comme ça. Et votre plus grand défaut ? Alors, sans vouloir encore une fois faire le coquet, eh ben je dirais que c'est le fait de lâcher prise. L'autre versant, parce qu'il m'arrive encore une fois de tout d'un coup dire bon bah tant pis. Et donc un certain laxisme, un certain laisser-aller, un certain surplomb, survol des choses, comme si j'étais au-dessus de la mêlée. Alors je ne suis pas, je suis dans la mêlée comme tout le monde, mais un éloignement, une distance. Que je prends pour un certain survol ou un certain surplomb, mais qui peut-être est simplement le fait que je laisse couler, et puis c'est tout, quoi. Et c'est pas forcément bien. Puisque vous parlez de lâcher prise, j'ai envie de vous inviter à réagir à la question que je vais vous poser dans quelques secondes. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous la poser. Je n'avais pas du tout prévu de vous la poser, mais je vous voyais tout à l'heure regarder le sablier qui est là-bas sur l'étagère. Et donc, je voulais vous faire réagir à qu'est-ce que vous inspire le temps qui passe ? À propos du questionnaire de Proust et du sablier, j'ai enregistré, pour les éditions Frémaux, j'ai enregistré La recherche du temps perdu. Donc le temps qui passe, je pourrais vous en parler à peu près pendant 9-10 heures. Hein. Décidément, entre l'émission de 8 heures de tout à l'heure et celle de 10 heures, ça fait beaucoup, là, ça commence à faire on va en parler beaucoup. avec le directeur des programmes de KTO. Ça fait beaucoup. Pour caler tout ça. Oui, ça commence à faire beaucoup. Mais tout est un rapport au temps. Le théâtre est un rapport au temps. Le théâtre, c'est du temps. C'est du temps. Alors, les astrophysiciens les plus avancés disent, sans doute à juste titre, le temps n'existe pas. C'est un leurre humain, ça ne veut rien dire. Il y a du temps quand on dit rendez-vous à 4 heures. Oui, c'est à 4 heures et pas à 5 heures. Tout près comme ça. Mais dans l'absolu, ça n'existe pas. Si une planète explose avant une autre, c'est parce qu'on est dans ce coin-là de l'univers, mais on serait dans un autre coin de l'univers et la deuxième aurait explosé avant la première, etc. Ça ne veut rien dire, le temps. Il n'y a pas de temps. Ça fait très mal aux neurones quand on essaie de se concentrer là-dessus. Mais le temps n'existe pas, c'est un leurre. Saint-Augustin l'a montré presque avant tout le monde, en disant qu'il n'y a que du présent. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Mais tout est toujours au présent, car le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et voilà. Et c'est comme ça. Et même le présent, il échappe sans cesse. Donc, au fond, le temps n'existe pas non plus, pour Saint-Augustin. Je vais trop vite, bien sûr, mais voilà. Alors, le temps...
Le temps, c'est un tressage. C'est pas pur. C'est pas une chose pure. Par exemple, ce que j'explique souvent à mes élèves, c'est que si vous prenez une pièce comme Andromaque de Jean Racine et vous dites, c'est à quelle époque que ça se passe? C'est quand? C'est quand? Dans le temps que ça se passe. Alors, ils vont répondre, eh bien, ça se passe dans la haute antiquité. C'est juste après la guerre de Troie. C'est faux, parce que juste après la guerre de Troie, personne ne parlait en alexandrin français. Ah, alors ça se passe au XVIIe siècle, disent-ils. Oui, mais au XVIIe siècle, personne ne s'appelait Pyrrhus, Andromaque, et n'était roi des Pires. Et d'ailleurs, au XVIIe siècle, il n'y avait pas non plus de projecteurs ou de Ça voilà, me paraît peu probable. Voilà, etc. Au fond, donc le théâtre, rien que si on joue Andromaque, vous voyez, c'est déjà 3 temps. Le XXIe siècle, parce que c'est maintenant, enfin, le projecteur, le temps de la représentation. Le XVIIe siècle, le temps de la production de l'écriture, et la haute antiquité, le temps de l'intrigue, enfin le temps de la fable, comme on dit, du contenu, en quelque sorte. Voilà. Eh bien, ces 3 temps sont tressés, et on ne peut pas dire quand ça se passe, Andromaque. Eh bien, c'est comme ça pour tout. Donc le temps qui passe, mais il ne passe pas, le temps. Moi, je trouve qu'il ne passe pas. J'ai des souvenirs très précis qui sont tout aussi présents que le présent, peut-être plus présents, même parfois, leur goût me semble plus présent que le présent. Et puis, la déréalisation des choses aussi, c'est-à-dire que... là, ça n'a pas été le cas, rassurez-vous, mais j'aurais très bien pu, pendant que vous me parliez, ou pendant que je vous parlais même, me dire, bon, ben alors après, je vais rentrer comment, enfin, et je serais déjà dans le futur. Vous voyez, c'est-à-dire que... Et donc, j'aurais raté un morceau de présent. Être dans l'instant présent, c'est une grande injonction de... Oui, tout le monde dit ça m'énerve un peu aussi, ça m'énerve un peu. Il y a des injonctions... Oui, c'est sois heureux. Enfin, c'est ça. Vous, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Mon bébé. Mon bébé Ézéchiel, qui a 1 an et 3 mois. Mon épouse, Stérène Guiriette, la comédienne. Et ma famille, d'une manière générale, enfin, mes enfants. Je trouve que mes enfants ont beaucoup de talent, par exemple. C'est moi qui le dis, évidemment, donc c'est un peu ridicule. Mais je suis heureux de voir qu'ils réussissent certaines choses. Je vais voir certains spectacles de William, de Sarah ou de Rebecca. Je trouve que c'est magnifique, mais vraiment, sincèrement, au-delà de tout sentiment paternel, je crois. Je suis pas le seul à le dire, en plus, les autres le disent. Donc, ils sont pas tous le papa. Et je me dis, la vache, il sait faire ça, mon fils. Elle sait faire ça, ma fille. Et je trouve ça, c'est un grand bonheur, quoi. Je rebondis parce que vous nous parliez de votre petite fille. Alors évidemment, c'est pas vous qui avez accouché, mais votre épouse. Mais de quoi vous n'avez pas encore accouché, vous qui avez déjà réalisé tant de choses, qui êtes très très polyvalent. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous reste à de quoi est-ce qu'il vous reste à accoucher? J'ai envie de faire plein de choses. Par exemple, il y a un personnage que j'aimerais un jour jouer, qui est Baudelaire. J'aimerais jouer dans un film le rôle de Baudelaire. Voilà, j'adorerais jouer Baudelaire. Je suis déjà un peu vieux. Parce que je pense qu'il est... J'ai peut-être tort de dire ça, et c'est sans doute même bête de le dire, mais je vais quand même le dire. Il est cernable. Il est, comme tout le monde, incernable, et encore moins, sans doute, que bien d'autres. Pourtant, je le trouve, moi, cernable. Je vois très bien où il est, ce qu'il dit, pourquoi il le fait, enfin, etc. Je crois le comprendre. Et j'aimerais jouer ça. J'aimerais jouer cette espèce de poète maudit qui ne l'est pas vraiment, enfin, à la fois dandy, snob, et qui n'est pas non plus un vrai dandy. Enfin, voilà, je vois très bien comment je pourrais avoir du plaisir à goûter cette chose-là. Ça, j'aimerais. Mais au cinéma, pas au théâtre. Parce que au théâtre, il faut de grands textes. Et ce grand texte n'existe pas. Il faut un grand écrivain. Si Claudel il vous reste à l'écrire, peut-être? Non, je ne suis pas un grand écrivain de théâtre. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Peut-être. Vous avez écrit une pièce, Boulevard du Boulevard, oui, c'est ça? J'ai écrit Boulevard du Boulevard, mais on l'a fait à plusieurs, avec les comédiens, en inventant des gags. J'ai écrit un livret d'opéra. Oui, j'ai écrit un peu de fiction. Même le roman, il est adaptable très facilement au théâtre. C'est presque une pièce de théâtre. Mais non, je ne suis pas un grand écrivain de fiction. Je peux écrire des choses que parfois je trouve bien senties, mais je ne me sens pas un grand écrivain de fiction. Pour l'instant, en tout cas, ma vie n'est pas finie. Mais autrement, ce qui me reste à faire, non, il me reste 1000 choses à faire. Je n'ai pas mis en scène tout Shakespeare. Je n'ai pas mis en scène tout Racine. Je n'ai pas mis en scène tout Marivaux. Je n'ai pas mis en scène certaines pièces d'Hélène Sixou que je trouve géniales. Non, j'ai encore plein de choses à faire. Vous qui êtes un amoureux des mots, qui les dit à la perfection, hein, vous êtes régulièrement sollicité, je le disais, comme lecteur en parallèle de vos rôles sur scène. C'est quoi votre mot préféré? Pour le goût que ça a. Parce que, par exemple, il y a un mot, c'est une jeune fille un jour qui est venue me voir en me disant « Daniel Mesguich, prononcez pour moi le mot « pourpre ». Alors j'étais très étonné, je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « S'il vous plaît ». Alors j'ai dit « pourpre ».
Elle m'a dit, ah, voilà, merci. Et elle est partie. Alors, et il est vrai que ce mot est beau. Il a une sonorité belle, pourpre. Hein, on sent qu'il va vers quelque chose, qu'il s'arrête presque et qu'il redevient rugueux pour se refermer sur lui-même, avec les deux labiales, comme ça. Pourpre. Voilà. Donc ça, c'est un beau mot. Mais vous savez, pour les mots, il y a deux écoles. Il y a l'école scientifique, qui vient de Saussure et de bien d'autres, et qui dit les mots sont arbitraires. Dans une langue, les mots sont arbitraires. Le couteau s'appelle couteau, mais on l'aurait appelé fourchette, ça marchait aussi bien. Si tout le monde était d'accord pour dire que c'était cette chose qui coupe, c'est une fourchette. Il y a une autre façon de le voir, c'est Cratyle, vous savez, le copain ou l'ennemi, comme on veut, de Socrate, qui disait, mais non, les mots correspondent à ce qu'ils désignent. Mais c'est faux, c'est évidemment faux. Sinon, le mot bras, s'il correspondait à ce qu'il désigne, le mot arbre en anglais ne le correspondrait plus. Or, il correspond aussi. Donc c'est faux. C'est Saussure qui a raison. Pourtant, Cratyle a raison pour la poésie. Sinon, il n'y aurait pas de poésie. Personne ne peut nier que le mot beurre est gras, que le mot bronze est lourd, que le mot sec n'a pas d'eau, n'a pas d'humidité, etc. Eh bien, tous les mots me plaisent quand on les écoute, quand on tend l'oreille, le stéthoscope de l'âme, enfin, vers le mot, qu'on le laisse irradier comme ça. Au bout d'un moment, il est beau. Il est beau. Certains mots usuels, techniques, très contemporains, ont moins de lettres de noblesse, sont moins forts. Mais dans l'ensemble, les mots sont beaux, quelle que soit la langue d'ailleurs, parce qu'ils vont plus loin qu'eux-mêmes, là aussi, comme tout à l'heure, l'œuvre par rapport à l'écrivain. Un mot ne se termine pas à sa définition du dictionnaire, il va plus loin. Il va plus loin. Et il est intraduisible. Au fond, il est intraduisible. On peut toujours tout traduire. Hein. Je pars de ce principe, en acceptant la déperdition. Mais si on n'acceptait pas la déperdition, ce serait impossible. Rien ne se traduirait jamais. Le mot table et le mot table, qui pourtant sont le même quand on les écrit en anglais, eh bien, ne sont pas les mêmes du tout. Parce qu'en français, vous allez penser à la table de dissection, à la table de multiplication, à la table d'usure des dents, au tableau, etc. Et c'est pas pareil en anglais. C'est la magie des mots, Et donc, table est un beau mot, une table. Table, vous voyez, voilà, tous les mots. Savoir les écrire, savoir les jouer, savoir les dire, autant de talents que vous avez. Merci beaucoup, Daniel Mesbich, d'être venu nous parler de ces talents sur notre plateau. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur KTO.